il y a peu de conversions qui ont été faites. Et résultat, donc ChatGPT, il y a quelques mois maintenant, en mars 2026, a abandonné justement ce qu'on appelait Visited Checkout. Donc ça montre effectivement que l'expérience conversationnelle à 100%, elle est certes intéressante sur le papier, mais qu'elle ne marche pas complètement clairement, et qu'on est plutôt sur quelque chose d'hybride. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va chercher de l'information sur un ChatGPT ou Perplexity, et puis on va quand même aller regarder des sites pour confirmer un choix. On va quand même regarder le site marchand. Donc, on est sur cette notion en fait, d'hybridation. Là, je vous mets un exemple du coup, que j'ai pu faire. J'ai demandé en fait à Chat de me faire un comparatif. Voilà, je suis bricoleur le week-end. Donc, je vais demander en fait de me faire un comparatif directement entre trois modèles de scie circulaire. Attention, c'est très pointu. Donc, il m'a fait un super tableau. Ça m'a fait gagner un temps incroyable. Mais néanmoins, à la fin, je suis quand même allé voir les fiches techniques sur certains sites et j'ai acheté ailleurs. Et voilà, ça, c'est typiquement l'expérience en fait hybride. Et ce qui montre que ChatGPT peut être une porte d'entrée, ou Claude ou Perplexity, ça peut être une porte d'entrée en fait très importante justement pour faire un premier choix, mais qu'à la fin, les autres sources sont aussi importantes pour transformer directement l'achat. Et c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est comment aujourd'hui en tant que marque, j'arrive à me positionner sur l'ensemble en fait de l'écosystème. On le voit bien, c'est pas une touche, c'est différentes touches, et il faut que je sois en tant que marque positionné un petit peu partout, comme on l'a vu tout à l'heure. La révolution en fait des IA conversationnelles, voilà, c'est pas demain, c'est maintenant. On a quasiment en fait un Français sur deux qui utilise aujourd'hui une IA conversationnelle, et ChatGPT, c'est 21 millions de personnes en France utilisant chaque mois cet outil-là. Donc c'est colossal, c'est déjà dans le top 20 des sites en France, alors qu'effectivement, il y a encore 2-3 ans, ça n'existait quasiment pas. Et puis, vous avez effectivement à côté Claude, vous avez Perplexity, etc. Donc, vous voyez effectivement l'ensemble de ces services-là, c'est un Français sur deux qui utilise en fait aujourd'hui l'IA conversationnelle. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on peut mettre de côté, il faut pouvoir l'intégrer. Encore une fois, comme on l'a vu là, ça change radicalement justement la façon dont une marque en fait est intégrée et dont une marque en fait peut proposer son message. Et on va rentrer justement dans quelques exemples. L'IA conversationnelle, c'est aussi dans le search, parce qu'on a aujourd'hui on va dire une séparation assez forte. On se dit, d'un côté, j'ai Google, c'est la recherche classique, et de l'autre côté, en fait, j'ai ChatGPT. Bon, et ce qui n'est pas du tout le cas globalement, parce qu'en fait, aujourd'hui, Google, on est un des seuls pays, on va y revenir tout à l'heure, on est un des seuls pays dans lequel il n'y a pas justement en fait la notion d'IA conversationnelle intégrée à l'intérieur en fait de Google. Partout dans le monde, lorsque vous posez en fait une question à Google, vous n'avez plus un lien, mais vous avez en fait, du coup, là, je vous fais justement une séparation. Aujourd'hui, à gauche, vous avez le search classique. Voilà, vous posez la question quel est le meilleur, par exemple, casque Bluetooth. Vous allez avoir une série de liens que vous connaissez bien. Et si vous le faites là en ce moment, vous allez vous retrouver en fait avec cette configuration-là. Donc, quasiment tout le monde entier, en dehors de l'Iran, l'Irak, la Russie, la Corée du Nord et la France, comme je l'évoquais tout à l'heure pour des questions de droit voisin, où vous le savez, en France, on est assez têtu sur un certain nombre de choses, mais du coup, aujourd'hui, c'est un des seuls pays qui n'a pas encore adopté le search en fait agentique. Lorsque vous allez en fait dans n'importe quel pays du monde et que vous tapez la même requête que c'est que je viens de taper, quel est le meilleur casque Bluetooth, vous avez en fait une réponse directement provenant de l'IA, qui est non pas une série de liens, mais la réponse en fait directe avec un choix, ou deux choix, ou trois choix, mais dans tous les cas un choix, et puis en fait un justificatif. Ce qui change complètement la donne, parce qu'aujourd'hui, votre métier était essentiellement de vous retrouver dans les meilleures réponses, qu'elles soient en sponsor ou en naturel, alors que maintenant, vous devez être intégré dans la réponse et pas simplement dans les liens, pour pouvoir en fait être cité par l'IA et à la fin pouvoir exister. Donc ça change complètement en fait la physionomie justement du SEO, SIA, GEO, on va y revenir tout à l'heure, puisqu'il faut être intégré dans les réponses directement. L'impact en fait de cette réponse qui est déjà préformatée versus cette série de liens, il est énorme.
C'est ce qu'on appelle en fait le zéro clic ou zéro clic commerce si on l'adapte en fait sur la partie e-commerce. Puisque j'ai la réponse directement générée par l'IA, je ne vais pas avoir besoin d'aller sur tel ou tel site, d'aller voir tel avis consommateur, d'aller voir telle fiche technique, etc. Donc du coup, c'est là où en fait on a une partie du trafic généré justement par le search qui est en train de disparaître, encore une fois, partout dans le monde, sauf en France, parce qu'effectivement, la réponse, elle est déjà intégrée. Voilà. Le meilleur casque Bluetooth, c'est celui-ci. OK, une fois que j'ai cette réponse-là, je peux aller sur Amazon ou sur Bose directement. Et puis, en fait, j'ai fait un ou deux sites, là où avant, j'allais sur de nombreux sites pour voir la fiche technique, ou j'allais voir les avis, etc., etc. Donc, ça montre bien, effectivement, que ce consommateur-là, il est plus compliqué à atteindre, parce que si je laisse, en fait, justement, si je lui laisse la seule possibilité de passer par un LLM, une IA conversationnelle, en fait, je vais le rater. Je ne pourrais pas lui porter mon discours potentiellement, je ne pourrais pas lui montrer mes produits ou une belle vidéo ou des images, et je ne vais pas pouvoir en fait travailler sa décision d'achat. Et c'est tout l'enjeu justement en 2026, c'est comment en tant que marque, si la personne ne va pas sur d'autres points de contact, comment je peux quand même essayer de le retrouver différemment. Donc, il y a trois pistes qu'on va évoquer en fait aujourd'hui. Il y a la partie géo, il y a la partie justement aussi open web. On parlait tout à l'heure des fiches techniques justement ou des tops ou autres. Voilà, on va l'évoquer. L'open web en fait c'est souvent sous-utilisé, alors qu'en gros une bonne partie du contenu se trouve directement en fait sur ces pages. Et puis après, comme on le voyait tout à l'heure il y a les search. Il y a donc Google, mais il y a Amazon, mais il y a aussi le social, etc., etc. Ça montre bien aujourd'hui que la décision d'achat, elle est complètement étirée et qu'il faut être en fait sur chacun des points de contact. Et on évoquera comment optimiser justement la présence d'une marque sur l'ensemble des points de contact avec Steleo. Et je vous parlerai donc de ce nouveau projet-là dans quelques minutes. Alors, encore une fois, n'hésitez pas, si vous avez des questions ou des réactions, vous avez le chat en bas où vous pouvez lever la main avec grand plaisir. La partie géo. Le géo, donc, je commence par une intro qui est relativement simple et qui positionne en fait les choses. Le SEO ou le SIA, c'est à peu près la même vocation, c'est faire en sorte que votre marque se retrouve dans les premiers liens qui sont présentés en fait à l'internaute par Google. Donc, que ce soit en naturel ou en sponsor, c'est la même, voilà, c'est pas la même technique, mais en tout cas, c'est le même objectif. C'est comment je peux me retrouver parmi les 2, 3, 4, 10 liens du haut pour que la personne puisse venir en fait sur mon site et que je puisse lui partager justement les spécificités de mon produit ou encore une fois des vidéos, des images, etc., les valeurs de ma marque, etc. Bon. Ça, c'est justement ce qui est en train de disparaître, pas radicalement, clairement, parce que ça prend beaucoup de temps. Et encore une fois, Google n'a pas fait sa mue en France. Donc, cette disparition-là va être très, 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 très progressive. On a par contre l'arrivée, en fait, justement, du géo. Comment je fais pour être cité dans la réponse, en fait, du LLM. Donc ça, c'est une requête que j'ai faite ce matin. Je fais exactement la même requête. Le meilleur casque Bluetooth chez Google. Donc là, je vais me retrouver. Donc là, ce sont des liens naturels. Vous voyez effectivement, je vais me retrouver en fait avec des comparatifs, des tests, etc. Et puis de l'autre côté, Claude me propose effectivement une sélection qui va, pardon, c'est intéressant, qui va en fait faire un premier top 3, grosso modo, en fait, de produits en fonction des usages. Et en gros, si vous regardez bien, on va rapidement voir effectivement que la façon dont les tops en fait, du LLM sont faits sont basés justement sur des contenus qui se retrouvent en fait à gauche de mon écran. Et donc, on voit bien effectivement qu'il y a quand même un lien très fort entre les contenus, la partie SEO et le géo. Voilà. Et cet exemple-là, ça montre effectivement que le SEO, ce n'est pas l'opposé en fait du géo. C'est pas tout à fait le même objectif. Le même objectif, c'est de se positionner le mieux possible, mais c'est pas forcément en fait le même moyen, le même chemin pour y parvenir. Mais en fait, à la fin, on voit bien effectivement que ce sont deux techniques en fait qui sont parfaitement complémentaires. Voilà, ça c'est pour repositionner le géo, me retrouver encore une fois dans
la réponse en fait de l'IA conversationnelle versus le SEO, où là, c'est me retrouver en fait dans la liste de liens. Ce qui change, c'est que pendant très longtemps, sur les premières années, on va dire, sur les premiers mois en fait justement des IA conversationnelles, le fait d'être très bien positionné sur le SEO permettait d'être très bien positionné en géo. Et ça, c'est une stat qui est assez intéressante. En 2025, les réponses qui étaient présentes en fait, qui servaient plutôt pour faire le top par exemple dans une IA conversationnelle, provenaient à 70% des meilleurs liens en fait de Google. Donc en gros, si vous étiez très bien positionné en SEO, vous étiez très bien positionné en fait en géo. Ce 70% est passé à 20% en 2026, ce qui veut dire que l'art du géo est beaucoup plus complexe maintenant. Ce n'est pas simplement le fait d'être bien positionné sur Google qui va bien vous positionner en fait sur Chat ou sur Claude. Et on va le voir, en fait, il faut être positionné un petit peu partout. Et c'est un peu tout l'enjeu justement d'une marque, c'est comment être le mieux positionné globalement pour atteindre en fait un objectif, encore une fois, qui est d'impacter la décision d'achat. Donc, c'est pas si simple que ça. Il y a une grosse évolution en fait du géo. Et là, on le voit très bien en fait sur cette slide-là. Il faut être bien positionné sur des endroits clés. Voilà. Avant, être bien positionné sur Google suffisait, ça ne suffit plus. Et là, c'est une étude en fait. Une boîte américaine là, qui est sortie il y a quelques mois maintenant, qui montrait effectivement que pour être bien positionné justement en géo, il faut d'une part être dans tous les comparatifs. Donc en gros, parce que généralement les requêtes, ça va être celle que j'ai faite tout à l'heure, hein, c'est quel est le meilleur casque par exemple Bluetooth, et on le voit en fait dans la réponse de Claude, il va rechercher principalement le top 10 des casques, le comparatif 2026 des casques, le best-of 2026 des casques, etc., etc. Donc le fait d'être bien positionné justement sur tous ces contenus, ça vous permet d'être généralement bien positionné en fait en géo. Mais ça ne suffit pas. On voit qu'il y a un deuxième bloc, c'est cette partie en fait récompense accréditation. On va dire que ça donne de l'autorité. Voilà, si votre casque a gagné le prix du design ou le prix du produit de l'année, etc., ça va permettre aussi d'accréditer le fait que votre produit, votre service doit se retrouver dans le top en fait proposé par Chat ou Claude. Et le dernier gros bloc, c'est cette partie avitière. Donc, c'est qu'est-ce que les consommateurs disent de vos produits. Donc là, ce sont les avis conso qui vont être issus d'Amazon, qui vont être issus de Google, de Trustpilot, etc., etc. Ce que vous voyez là, c'est qu'en fait, ce que vont faire les LLM, c'est qu'ils vont essayer d'avoir en fait un consensus. Voilà. Est-ce que votre produit, il est bien positionné dans les comparatifs des médias? Est-ce que votre produit, il a eu des prix, il a été reconnu comme l'un des bons produits? Est-ce que votre produit ou votre service, il est apprécié en fait des consommateurs? Et c'est l'ensemble en fait de ces canaux qui font qu'à la fin, en fait, votre produit, votre service va être cité dans la réponse en fait du LLM, et donc encore une fois dans un endroit stratégique. Donc on voit bien que c'est pas forcément très très simple, qu'il faut être un petit peu partout, mais ça montre bien quand même la dynamique dans laquelle en fait une marque doit se trouver. Voilà, il faut produire du contenu non seulement sur mon site, mais surtout à l'extérieur pour faire en sorte à la fin d'être réintégré dans la réponse en fait du LLM. Donc le contenu, on voit là, c'est vraiment clé. On va y revenir tout à l'heure. Ça veut dire qu'aussi les produits, ils doivent être en fait exploitables. Clairement, donc le site, votre catalogue produit, il doit être crawlable. Et là, on va retrouver quelque chose qui est assez proche en fait du SEO. C'est qu'en gros, pour que vos produits en fait apparaissent, il faut que, comme Google le fait, il faut que les LLM en fait puissent trouver tous vos produits, leurs caractéristiques techniques, etc. Donc là, on va retrouver, vous voyez en fait, c'est une partie qui est plus technique, mais qui est très importante, mais qui est assez proche en fait de ce qu'on peut retrouver sur du SEO. Encore une fois, il faut que les flux en fait soient hyper propres, bien détaillés, accessibles, scrollables, pour que du coup, effectivement, ils puissent être exploités. La deuxième en fait partie, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est le contenu. Voilà, le contenu, c'est hyper important.
Et le contenu, là où avant, il fallait plutôt en fait avoir des contenus assez longs avec une répétition, là, vous l'avez bien compris, en fait, avec les LLM, on est plutôt dans une phase de synthèse. Donc les contenus, il faut qu'ils soient adaptés. Il faut que voilà, le meilleur casque 2026, c'est le Bose X, pour que du coup, effectivement, ça puisse être intégré et exploité justement par le LLM. Donc là, c'est quelques petits conseils pour faire en sorte effectivement que votre contenu soit le mieux exploité possible par les LLM. Et encore une fois, voilà, il y a une question de fraîcheur, il y a une question, on le voyait tout à l'heure, en fait, voilà, de top, de ressources, etc. Voilà, plus en gros, ça va être marqué, plus en fait votre produit sera référencé justement dans les réponses. Et on voyait tout à l'heure, effectivement, voilà, il y a ce qu'on appelle la long train conversationnelle. Voilà, il faut qu'il y en ait beaucoup partout, versus en fait être simplement sur quelques spots, CF, les avis consommateurs, les prix, etc. On voit bien effectivement qu'il y a une notion de volume et il y a une notion aussi en fait de simplicité, d'exploitation de l'information dans ces contenus. Ce produit est le meilleur, ce service est incroyable, etc. Et donc c'est tout ça qui va vous permettre en fait d'avoir un contenu qui va se retrouver directement dans les donc, technique, approche technique, contenu. Et le dernier, c'est voilà, c'est cette partie-là, ce qu'on appelle l'autorité. C'est ce que on évoquait tout à l'heure, justement, regardez les sources. Il faut être positionné non seulement encore une fois, sur votre site, mais dans les médias, mais en même temps sur YouTube, mais en même temps sur Reddit et les autres forums, et en même temps sur les réseaux sociaux, et en même temps sur les avis consommateurs, etc. Donc là, on voit bien effectivement qu'une marque a besoin d'être un peu partout pour pouvoir, en fait, à la fin, avoir plus d'autorité et se retrouver, en fait, dans les meilleurs résultats des LLM. Donc, ce qui est sûr, c'est que c'est beaucoup plus compliqué qu'avant. Il y a cette notion, justement, de largeur de levier, en fait, à exploiter pour pouvoir se retrouver directement, donc, encore une fois, dans cette fameuse réponse. Donc ça, c'était partie géo. Vous le voyez, hein, c'est pas forcément simple. Ça va prendre du temps. Et en même temps, comme cette révolution de l'IA conversationnelle, en fait, elle est quand même très marquée, comme on a pu le voir en premier temps. Il faut quand même garder des positions fortes, parce que si par exemple dans le top 3, vous n'êtes pas cité, ça ne veut pas dire que votre produit n'est pas bon, mais ça veut dire surtout que vous avez intérêt à trouver d'autres moyens pour être présent justement sur ces pages, par exemple, de comparatifs et autres, pour que vous puissiez en fait ressortir. Et là, c'est le sujet qu'on va traiter en fait avec l'open web, parce que comme on le voit tout à l'heure, on retrouve une bonne partie de ces informations-là qui sont exploitées en fait par les LLM sur l'open web. L'open web, c'est quoi? Ce sont tous les sites éditoriaux, les sites de news, les sites communautaires, les sites marchands, etc. En dehors des plateformes US et chinoises pour faire simple. Et ça, c'est une façon dont est découpé en fait le temps des internautes en France. Il y a un gros bloc, 38% du temps passé sur réseaux sociaux. Le deuxième gros bloc, c'est justement l'open web, 35% du temps passé par mois, les services, la vidéo, la musique et le search. Vous voyez, le search est tout petit parce qu'en fait, c'est une porte d'entrée. La porte d'entrée étant justement généralement vers l'open web. Et cet open web-là, il est encore plus fort sur certaines catégories. Hein. Si je parle aux seniors, des seniors, en gros, c'est plutôt 60% du temps passé. Si je parle des CSP+, c'est pareil, c'est plutôt 40% du temps passé. Et si on est sur une cible jeune, effectivement, ce sera plutôt les réseaux sociaux qui seront à 70-80%. Et puis, l'open web sera bien plus petit. Mais dans tous les cas, sur un certain nombre de sites de cibles décisionnaires, cet open web-là, il est clairement en fait structurant dans la décision d'achat, parce qu'en fait, c'est le levier des projets. Lorsque je vais chercher une maison, une voiture, lorsque je vais préparer un voyage, un week-end ou même un resto, je vais me retrouver, in fine, très souvent sur des sites où il va y avoir des tests d'auto, où il va y avoir des petites annonces, du coup, par exemple pour un vélo, où il va y avoir en fait tout un reportage en fait sur le Costa Rica pour préparer mon voyage. Donc tout ce contenu-là, il existe quand même massivement sur l'open web. Encore une fois, que ce soit pour les grands projets ou les petits projets. Et donc ça, c'est typiquement un exemple qu'on a créé pour le retail, mais c'est la même chose pour le service bancaire, c'est la même chose pour le travel, etc. C'est à peu près toujours la même mécanique.
j'ai une identification d'un besoin, donc mon fameux casque Bluetooth. Je vais aller chercher en fait de l'information. Donc je peux demander à ChatGPT ou à Claude, mais je peux aussi aller sur les numériques, etc., pour aller voir des tests, les meilleurs produits, les derniers produits, etc. Et en fait, je vais faire un choix in fine. Et on voit bien que avant d'effectuer en fait l'achat, je vais avoir un certain nombre d'étapes sur lesquelles je vais rechercher de l'information. Et là, d'où l'importance en fait justement de l'open web d'un point de vue publicitaire, c'est de se retrouver. Si je ne suis pas intégré d'un point de vue éditorial en fait justement sur ces tops, ces tests, etc., c'est d'un point de vue publicitaire de me retrouver bien positionné justement sur ces points de démarche, sur ces pages avec lesquelles en fait il va y avoir une prise de décision in fine. Et donc tout l'enjeu du programmatique, c'est de se retrouver justement auprès des bonnes personnes sur les bons inventaires lorsqu'il y a en fait cette réflexion qui est faite. Donc, c'est principalement justement la façon dont on le gère chez Envoice, et notamment avec l'utilisation de ce qu'on appelle en fait les données cookies et cookieless. Ça, que vous avez certainement entendu parler. Cookie tiers, il est en train de disparaître au fur et à mesure. Donc, il faut aller chercher beaucoup d'informations pour avoir le meilleur ciblage possible. La façon dont on traite justement le programmatique chez Envoice, c'est basé sur de l'IA, c'est basé sur des algorithmes. C'est-à-dire qu'en fait, on va analyser et scorer tous les internautes qui vont se rendre en fait sur votre site, du premier jusqu'au dernier. Et on va se dire, bah, voilà, cette personne-là, elle a fait une passe, cette personne-là, elle a acheté, cette personne-là, elle n'a pas acheté, mais elle a fait 3 visites et 25 pages. Et on va lui attribuer en fait un score à chacune de ces personnes-là. On va pouvoir étudier en fait leur comportement à l'extérieur de votre site. Qu'est-ce qu'ils font avant? Est-ce qu'ils vont sur tel ou tel blog ou sur tel ou tel site? Et on va rechercher en fait des profils jumeaux sur les personnes qui ont le plus d'intérêt en fait pour votre marque. Donc ceux qui se sont rendus régulièrement sur telle page, ceux qui ont acheté, ceux qui ont mis dans le panier, ceux qui ont souscrit à une assurance, etc. Et on va aller chercher en fait leurs profils jumeaux. Et l'idée, c'est de pouvoir, à travers en fait des algos, optimiser justement cette gestion des emplacements, cette gestion en fait des internautes, pour faire en sorte d'avoir en fait le plus de performance possible. Donc d'aller chercher des nouveaux clients, des nouveaux prospects pour vous, et d'optimiser en même temps la performance. Et un point clé, hein, c'est justement cette notion de data, vous l'avez bien compris. Il faut de l'algorithme pour aller chercher les meilleures performances possibles. Mais pour cet algorithme-là, il faut de la data. Voilà, s'il n'y a pas de data, l'algorithme, en fait, il tourne à vide. Et on a lancé, en fait, il y a quelques mois maintenant, Hybrid Pulse, qui est une solution justement hybride qui va utiliser toutes les données liées aux cookies tiers, mais aussi à d'autres données qu'on appelle cookieless, sans cookies, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on a à peu près moins d'une personne sur deux qui accepte les cookies tiers. Donc, en gros, c'est-à-dire que si vous ne faites que ça, vous ratez en fait plus d'une personne sur deux. On a mis en place un certain nombre en fait de techniques et d'exploitation de data pour aller chercher les 2 tiers en fait des internautes à travers cette donnée cookieless. Et le fait d'être en hybride, ça nous permet d'aller avoir plus de données, donc pour avoir plus de performance, mais surtout, ça permet, comme je l'évoquais à l'instant, de toucher beaucoup plus de personnes. Et pas simplement être sur les 30, 40, 50% des internautes qui acceptent en fait les cookies tiers. Et donc ça change tout parce que du coup, les performances en fait vont être fortement améliorées parce qu'on aura beaucoup plus de personnes en fait que l'on pourra toucher. Je vous mets un exemple. On travaille pour B&B Hotel où là, en fait, on va travailler du top of mind jusqu'à la feed, toute la chaîne, en fait, justement, de conversion sur, encore une fois, l'open web, hein, donc sur les sites médias, etc. Et notamment, avec eux, on a un gros focus sur toute la partie voyage, hein, où les gens prennent leurs décisions lorsqu'ils préparent en fait un séjour ou un voyage. Donc, on fait un gros travail d'identification avec des algorithmes et nous permettant justement d'avoir une prise de parole personnalisée du début jusqu'à la fin, où au début, on va plutôt expliquer B&B Hotel, la marque, les valeurs, etc. Et puis, au fur et à mesure, on va être de plus en plus en fait sur le produit, la promo, le programme de feed, pour faire en sorte effectivement d'avoir une transformation ou une répétition en fait d'actes d'achat.
Donc ça s'adapte en fait à tous les métiers. Là, j'ai parlé de BNB sur le travel. On travaille sur Fortinio pour le service bancaire. Donc, on a des clients dans la banque, l'assurance, etc. C'est exactement en fait la même mécanique. Qui sont les gens qui sont intéressés par vos produits? Quels sont les gens qui leur ressemblent? Et je vais pouvoir en fait aller toucher justement ces personnes-là. Ça fonctionne bien évidemment pour le retail. Voilà, on travaille avec de nombreux retailers en fait aujourd'hui. Où là, clairement, ce qu'on va aller chercher en fait, c'est du ROI. Et donc du ROI et en même temps des nouveaux consommateurs. J'insiste là-dessus parce qu'aujourd'hui, en fait, il y a beaucoup, on voit beaucoup de retailers qui se focalisent vraiment sur la partie retargeting, mais à la fin, l'intérêt, c'est quand même d'avoir un bassin d'audience en fait important pour pouvoir toucher les meilleurs. Sinon, en fait, on tourne à vide. Et effectivement, cette notion de prospection, elle est complètement clé pour le retail également. Voilà, donc ça, c'est la deuxième solution, c'est exploiter l'open web qui est vraiment ce levier en fait de décision. Et comme on l'évoquait tout à l'heure, il faut être aussi sur tous les leviers. Et c'est toute la difficulté en fait d'un annonceur en 2026, c'est qu'il faut en fait choisir les bons leviers, connaître et maîtriser les bons leviers, avoir le temps, l'énergie, les compétences en fait justement de changer de plateforme, d'optimiser les investissements, etc. Et on voit bien que c'est en fait quelque chose qui est assez compliqué et c'est pour la raison pour laquelle on a lancé en fait Stélio. Donc dans ce contexte en fait de search en pleine révolution où on le voit, c'est beaucoup plus complexe. Il faut être présent sur tous les points de contact. On s'est rendu compte en fait de différentes choses. C'est que généralement les annonceurs étaient positionnés sur 1, 2, 3 leviers. Voilà, je fais du Google, je fais du Meta, je fais un peu de TikTok, un peu de programmatique. Et puis en fait, j'ai pas forcément les ressources pour faire beaucoup plus. En réalité, il y a plus de 250 plateformes. Si on regarde en fait toutes les plateformes qui sont sur les plateformes fermées, donc les TikTok, les Reddit, les YouTube, etc., il y a plus de 50 plateformes. Et si on regarde en fait tous les acteurs qui sont sur l'open web, il y a plus de 200 régies ou structures qui peuvent vous proposer en fait des campagnes publicitaires. Donc on le voit bien qu'il y a l'offre, elle est pléthorique, mais en fait il y a une sous-exploitation de l'offre. Donc ce qui fait que comme j'utilise 2 ou 3 leviers, il y a une forte en fait dépendance à nos amis de Google, à nos amis de Meta, pour pas les citer, voilà, qui représentent, si je rajoute Amazon, ça représente 70-80% de vos investissements. Généralement, tout ça, c'est géré en fait en silo. Et un constat que vous devez faire, c'est qu'effectivement, c'est de plus en plus black box. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comprendre ce que Meta fait ou ce que Google fait à travers les interfaces, voilà, le feedback est à peu près le même, c'est très compliqué. Et je pense que nos amis en fait GAFA font tout pour que du coup ça soit compliqué parce que leur message c'est donnez-moi votre budget, je m'occupe du reste. Et on va le voir dans un exemple tout à l'heure que c'est un petit peu embêtant parce que du coup vous ne contrôlez plus réellement ce qui se passe en fait sur ces plateformes-là. Et généralement si vous ne contrôlez plus vraiment ce qui se passe sur ces plateformes-là, c'est parce que les ressources internes sont souvent limitées. C'est-à-dire que voilà, en ce moment, on n'est pas plutôt dans une offre de recrutement, on le voit bien partout, c'est plus compliqué. Les moyens en fait des marques sont plus limités. Et donc, c'est aussi pour ça que du coup, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. C'est comme j'ai moins de ressources, je fais moins en fait d'exploitation de plateformes. Et puis, je me retrouve dans une dépendance plus forte. Et comme du coup, je suis dépendant d'algo qui sont black box, etc. Bon, je pense que vous l'avez saisi. C'est pas simple en fait le digital en 2026. Et par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un truc qui s'appelle l'IA agentique qui peut bouleverser tout ça. Là où jusqu'ici, en fait, c'était très compliqué de maîtriser les campagnes, de maîtriser les analyses, de maîtriser les subtilités des plateformes, etc. Grâce à l'IA agentique, on peut retrouver en fait du contrôle. Et c'est justement la raison pour laquelle on fait CDO. C'est à travers l'IA agentique, comment vous pouvez retrouver le contrôle en fait de vos campagnes. Et je vais vous montrer un cas très précis tout à l'heure qui va bien vous montrer comment en fait aujourd'hui on peut modifier de manière substantielle en fait le ROI de vos campagnes à travers en fait cette notion d'IA agentique. Donc en fait, ce que l'on a créé, c'est ce qu'on appelle une plateforme agentique. Donc, je vais vous montrer tout à l'heure, vous avez des agents qui vont en fait travailler pour vous, exclusivement pour vous, et qui vont vous aider en fait à optimiser
vos campagnes, encore une fois, dans votre intérêt et votre seul intérêt. Et j'insiste vraiment sur cette partie-là parce qu'encore une fois, c'est ça qui fait la différence aujourd'hui. Google bosse pour Google, Meta bosse pour Meta, pas pour vous. Pourtant, c'est votre budget. Et là, vraiment, Steleo travaille pour vous, uniquement pour vous. Il y a 5 points clés. C'est cette notion de souveraineté. Voilà, c'est ce que j'appelle la souveraineté marketing. On parle beaucoup de souveraineté en ce moment, mais il y a une souveraineté marketing à retrouver. Comment une marque retrouve en fait les moyens vraiment de contrôler ses investissements. Voilà, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Quand je mets 80% de mes investissements, mais je ne sais pas exactement ce qui se passe derrière, c'est un vrai problème et il faut que les marques puissent retrouver justement cette notion de contrôle. Donc, dans Steleo, il y a une notion de tour de contrôle qui va permettre en fait d'agréger les données de toutes les plateformes et on va le voir tout à l'heure, qu'on va exploiter. L'équipe d'experts, c'est ce que j'évoquais, hein, 4 agents. On en a 2, là, on lance en bêta privée pour le moment, et puis ils vont arriver en fait au fur et à mesure de l'année. Il va y avoir 4 agents qui bossent en fait exclusivement pour vous. Et ça, c'est important parce que du coup, derrière, c'est vous qui êtes le copilote. C'est-à-dire que quand vous travaillez en fait avec Meta ou avec Google, vous êtes spectateur de ce qu'ils font. Là, l'idée en fait avec Steleo, c'est de vous redonner le contrôle en fait du pilotage, le copilotage. On a une IA qui travaille pour vous, vous décidez, vous validez, et par contre, on exploite en fait l'ensemble en fait de l'IA agentique pour vous aider justement à prendre les bonnes décisions. Et tout ça dans un langage naturel avec une IA conversationnelle. On finit les interfaces complexes, que ce soit un Google Analytics ou un Meta Ads Manager. Là, si vous y allez, vous voyez bien que c'est quand même très, très compliqué. L'idée, c'est de reproduire justement la simplicité d'un chat ou d'un cloud pour faire en sorte en fait, d'avoir une expérience qui soit beaucoup plus fluide et beaucoup plus simple. 4 agents, je l'ai indiqué tout à l'heure. Emma, qui est la copilote, qui va vous accompagner en fait dans l'expérience. Zoé, qui est la média analyste et qui va analyser en fait les campagnes. Je vais vous montrer un exemple tout à l'heure. Sam, qui va faire lui la vision globale, comment allouer le mieux possible l'ensemble de vos investissements. Et Lucas, qui va mettre en place en orchestration en fait les campagnes, puisque non seulement on a une partie analyse, mais il y a aussi une partie création de campagne pour pouvoir en fait mettre en place les recommandations qui sont proposées par les autres agents. L'interface, elle est très simple, vous le voyez, hein, c'est une sorte de chat GPT en plus sympa quand même. On a voulu avoir quelque chose de très simple. Donc Emma vous accueille, vous allez pouvoir en fait lui poser des questions. Et typiquement là, c'est un exemple en fait réel pour l'un de nos clients. On va récupérer en fait l'ensemble des informations pour ce client-là, quelles sont les dépenses, quel est le ROI, etc. D'abord, on va vous faire en fait une première synthèse, par exemple. Vous avez posé là, j'ai posé la question, fais-moi la synthèse en fait de mes campagnes Meta sur le mois de mai, et en gros, j'ai les principaux KPI. Donc ça me fait gagner du temps. Je peux voir aussi l'évolution de tous les KPI. Donc là, je lui demande simplement, voilà, donne-moi l'évolution sur les 6 derniers mois de mes principaux KPI. Donc là, j'ai le budget en fait et puis la partie ROAS. Donc là, typiquement, avec ce type de schéma, on voit bien qu'il y a eu une explosion en fait des investissements et en même temps une forte diminution du ROAS. Donc là, ça nous permet déjà de positionner en fait un certain nombre de questions. Je vais pouvoir analyser tous les KPI possibles, simplement en posant une petite question. Donc là, je lui ai demandé en fait l'analyse des différentes stratégies de Meta. Voilà, qu'est-ce qu'il faisait, comment il déployait, quels étaient les ciblages. Je peux faire la même chose sur les formats, sur les messages, sur les cibles, sur les jours. Vous pouvez lui demander n'importe quoi, vous lui demandez simplement par un système de conversation. Mais le point clé, voilà, c'est les recommandations. Donc là, je vais poser comme question. Qu'est-ce que je peux faire pour optimiser justement mes campagnes en fait sur Meta et là, je vais avoir en fait 1, 2, 3, 4, 5 recommandations par rapport, bien sûr, à l'ensemble de mes campagnes. Et là, ce que l'on voit en fait sur ces campagnes-là, c'est qu'il y a une explosion en fait du budget qui a été mis sur Meta. Et là, clairement, il me dit, oui, le point critique, c'est qu'effectivement, il y a trop d'argent mis brutalement sur Meta. Et derrière, je continue un petit peu, je ne sais pas si vous voyez correctement, mais je lui demande en fait quel est justement le bon budget. Là, aujourd'hui, il y a à peu près 50 000 € qui sont mis tous les mois sur Meta. Et je vois bien qu'il y a un problème, effectivement, que mon ROAS en fait, a baissé. Et là, en 3 secondes, je lui demande en fait quel est le bon montant que je devrais mettre sur Meta. Et en fait, le bon montant, c'est 20 000 €.
Voilà. Et je me demande, mais pourquoi je dois mettre 20 000 € et pas plus? Parce qu'en fait, derrière, lorsque je suis au-dessus en fait, des 20 000 €, je me rends compte à travers justement l'analyse de Zoé que mon ROAS, il est soit à zéro, soit même en négatif, au-delà des 20 000 €. C'est-à-dire qu'en gros, à 20 000 €, je gagne de l'argent. Et la tranche de 20 000 à 48 000 €, c'est de l'argent que je prends, que je mets à travers la fenêtre, et qui ne sert strictement à rien. Mon ROI est proche de zéro, voire sur certaines tranches, même en négatif. Et l'intérêt de Steleo, il est vraiment là, c'est qu'en fait, en moins de 5 minutes, je suis en train d'économiser 28 000 € sur mes campagnes méta, parce que je vois qu'effectivement, au-delà de 20 000, de 20 à 48 000, ça ne sert à rien. Et dans ces cas-là, je peux les mettre en fait sur d'autres canaux. Et ça, ce sont des analyses en fait qui sont ultra faciles à faire avec Steleo, qui sont très compliquées à faire effectivement pour vous. Et même si vous avez une équipe de data scientists, vous allez mettre des semaines. Là, je peux le faire sur tous les mois, sur tous les leviers, sur toutes les plateformes, etc. Et là, avec cet exemple-là, on voit que je peux permettre en fait à cet annonceur d'économiser la moitié de son budget, grosso modo, sur Meta. Et c'est ça qu'on essaie de faire en fait avec Steleo, c'est de faire en sorte que vous repreniez en fait le contrôle de vos campagnes. Et l'idée, c'est pas forcément de diminuer, mais c'est de se dire ces 28 000 € qui ne servent à rien sur Meta, qu'est-ce que je peux en faire? Et là, du coup, je vais avoir des recommandations d'aller sur d'autres plateformes, je vais pouvoir lancer d'autres campagnes, etc. Donc, tout l'enjeu, c'est de vous redonner ce pouvoir-là pour que vous puissiez prendre en fait les bonnes décisions. Voilà, donc ça, c'est Steleo. Que l'on a lancé il y a quelques jours maintenant. Donc voilà, si ça vous intéresse, mettez-moi un petit mail et puis on fera une démo avec plaisir. Donc vous le voyez, en fait, on est clairement dans un contexte en fait ultra changeant avec cette notion en fait de search conversationnel. Il faut être un peu partout. C'est ça toute la complexité, et en même temps tout contrôler, et d'où l'intérêt en fait justement de l'agentique pour vous permettre en fait d'avoir plus d'outils pour faire plus et d'être mieux positionné tout en contrôlant avec les mêmes ressources. Voilà, j'espère que ça a pu éveiller chez vous un intérêt fort sur ce sujet qui n'est pas simple, hein, du search conversationnel. On a évoqué aussi le pod web, on a évoqué l'agentique. Voilà, maintenant avec plaisir, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous avez le petit chat en fait qui est en bas, et puis on peut prendre quelques minutes pour répondre à toutes vos questions. Je vais très mal la formuler à l'écrit. Vas-y, Samuel. Ce n'est pas forcément clair. En fait, au début de ton intervention, tu nous expliques que Google ne fonctionne pas comme dans les autres pays, que pour moi, il y a un gros levier et rassure-moi, c'est dans les tuyaux que ça évolue vers comme les autres pays, parce que là, pour le moment… Oui, exactement. C'est vraiment une question de moi. Alors, ça fait 6-9 mois qu'on nous dit que c'est une question de moi. J'ai vu les équipes de Google hier à Vivatech, on en a reparlé, c'est un peu la joke avec eux. C'est vraiment une question de droit voisin. Vous voyez bien qu'effectivement, il y a un certain nombre de procès vis-à-vis de Google aujourd'hui en France, justement pour cette notion de droit. Parce que là, on le voit bien, le LLM en fait exploite les contenus de tiers sans l'autorisation, pour faire simple. Et donc en France, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Il y a un risque en fait justement de procès, hein, pour faire simple. Donc oui, ça va arriver. Ils vont juste devoir se mettre d'accord à un moment ou à un autre sur un deal pour l'exploitation de ces contenus-là. Et ce changement-là, à travers tout ce que tu nous as dit, il y a des choses qu'on peut préparer dès à présent. Tout à fait. Futur, en fait, c'est ça. C'est en fait comment être à jour demain. Exactement. En fait, l'enjeu du message là d'aujourd'hui, c'est de se dire ça va arriver. On le sait, c'est juste une question de temps. Et donc là, l'objet, c'est de dire, en fait, déjà, vous pouvez proposer ou préparer les différents contenus tels que je l'ai évoqué tout à l'heure, voilà, où être positionné sur les tops, sur les avis conso, etc. Redéployer votre stratégie de contenu. Et en même temps, le point clé qui est
le SIA, aujourd'hui, il y a beaucoup d'argent mis sur le SIA, alors que ce SIA-là va disparaître au fur et à mesure, doucement mais sûrement, parce qu'encore une fois, on n'a plus des liens, mais on a des réponses. En gros, c'est la même chose. C'est comment ce budget qui est généralement énorme dans chacune des boîtes, je peux commencer à le dispatcher différemment, parce que le jour où ça va arriver, c'est sûr que ça va s'effondrer de manière en fait assez rapide. Donc, tout l'objet d'aujourd'hui, c'est ça, c'est de vous donner les clés pour vous préparer justement à cette transition. Ok, je te remercie. De rien, Samuel. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, de toute façon, voilà, vous avez mes coordonnées. Hein, du coup, j'ai 2 mails, mais vous pouvez m'envoyer un email avec plaisir. Si vous voulez avoir une démo de Steleo live, c'est encore plus parlant, donc n'hésitez pas. Et puis, je vous souhaite du coup une bonne matinée. Je crois qu'il y a différents intervenants encore aujourd'hui. Donc, je vous souhaite une bonne fin de matinée. Merci à tous. À bientôt.